Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre troisième épisode déjà de la série Virage. Merci d'être fidèle au rendez-vous ce matin pour cette conférence. Virage, c'est une série qu'on espère nous permettra de réimaginer le Nouveau-Brunswick dans un contexte post-pandémie. Donc, on a pour vous 8 épisodes avec des enjeux précis au Nouveau-Brunswick avec des invités qui sont fort intéressants. Donc, l'économie du Nouveau-Brunswick, c'est notre sujet ce matin. Plus précisément, comment accorder la priorité aux partenariats et aux investissements qui alimentent la reprise et la croissance. Quels sont les nouveaux modèles d'investissement et d'efficacité à explorer? Donc, je me présente, je m'appelle François Poirier, je suis un étudiant en marketing à l'Université de Moncton. Je suis passionné de politique puis du monde des affaires, donc c'est moi qui vais être le modérateur de la série Virage du côté francophone. Je vous rappelle que Virage, c'est des conférences qui sont enregistrées puis qui seront disponibles pour revisionnement sur viragenb.ca. La semaine dernière, on a discuté de la situation fiscale de la province puis de la collaboration régionale. Si vous avez manqué ces conférences-là, je vous invite certainement d'aller les revoir encore une fois sur notre site web. Donc, suite à la conférence d'aujourd'hui, on se dirige directement en studio avec Kodiak FM en collaboration avec l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick pour l'enregistrement du balado Virage, reprise et réimagination au Nouveau-Brunswick. Le but du podcast, c'est vraiment d'aller dans les détails de ce qui aura été mentionné dans la conférence. Vous allez voir, 1 heure, ça passe vite. Donc, le balado, on va vraiment creuser plus loin. Vous pourrez trouver les podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, puis tous les liens vont encore une fois être disponibles sur notre site web viragenb.ca. Donc, avant d'aller plus loin, on aimerait certainement reconnaître les partenaires derrière cette initiative. On a le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, le Canadian Manufacturers and Exporters, Tech Impact, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de Moncton, Fredericton et Saint-Jean, la Chambre des commerces de l'Atlantique, le Pond Expanded Center at the University of New Brunswick, puis nos partenaires au gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l'APECA. Pour rendre la conférence plus interactive aujourd'hui, on a un petit sondage pour vous qui devra apparaître à votre écran sous peu. Puis on vous invite à le répondre tout au long de la conférence, puis on va regarder aux résultats vers la fin. C'est juste un petit sondage pour un petit peu avoir là, vos impressions par rapport à l'effet des conférences Virage. Puis rapidement, pour vous mettre en contexte, avec la série Virage, on essaye non seulement de s'orienter vers le changement, mais c'est aussi de comprendre les actions du passé qui nous ont amenés à où on en est aujourd'hui. Pour structurer les conférences, c'est vraiment ça que le comité s'est basé dessus, les 4 nobles vérités. La première puis la deuxième, c'est surtout ce qui va être abordé dans la présentation des panélistes. La première, c'est quoi les difficultés qui nous tirent vers l'arrière? C'est quoi la douleur du Nouveau-Brunswick? Ensuite, on cherche à savoir, la deuxième, c'est qu'est-ce qui cause ces problèmes. La troisième puis la quatrième, c'est surtout ce qu'on va essayer d'adresser par l'entremise des questions puis de l'interaction avec le public. Qu'est-ce qui résout ces problèmes? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut prendre pour éviter de tomber dans les mêmes pièges? Puis comment on assure des actions puis de l'engagement? Qu'est-ce que le futur pourrait ressembler au Nouveau-Brunswick? Donc finalement, on veut votre engagement, on vous encourage à participer. Dans le bas de votre écran, là, sur Zoom, vous allez voir, on a une petite fonction questions-réponses. C'est là où vous allez être capable de poser des questions. Ce n'est pas nécessairement là, le clavardage, mais c'est celle-là là, du Q&A. On va faire notre possible pour que les conférenciers puissent répondre en temps réel à vos questions. Mais si jamais que les questions ne sont pas répondues lors de la conférence, on va les emporter directement au podcast. Puis c'est là où ça va nous donner l'opportunité d'aller plus creux dans ces questions-là. Encore une fois, on travaille avec de la technologie. Ça se peut toujours qu'on ait des petits problèmes techniques, mais on a une merveilleuse équipe technique derrière nous. Ça fait que si jamais il y a quoi que ce soit, restez avec nous, puis on va essayer de réparer ça là, dans les plus brefs délais. Donc, avec tout ça, ça me fait plaisir de vous présenter nos panélistes. Donc, encore une fois ce matin, Richard Saillant, c'est un économiste et consultant en politique publique établi à Moncton. Richard est un ancien cadre du secteur public avec 20 années d'expérience dans les secteurs gouvernemental et académiques. Il a rédigé ou édité 4 livres, y compris Au bord du gouffre, Agir dès maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick, et 2 pays, le Canada à l'ère de grands déséquilibres démographiques. Donc, bienvenue Richard. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour François. Ça fait que c'est ça, vous avez une petite présentation pour nous autres. Je vous laisse partager l'écran. Puis, Très bien, je fais ça à l'instant. Pendant que je fais ça, bienvenue à tout le monde. C'est toujours un plaisir de voir ces discussions-là. Je suis en train d'inscrire la présentation. Voilà.
Voilà. Pour les 15 prochaines minutes, j'aimerais vous parler un peu de l'économie du Nouveau-Brunswick avec une question de fond qui est un peu comment est-ce que l'économie du Nouveau-Brunswick, comment on compétitionne, comment est-ce qu'on s'assure que l'on crée la richesse nécessaire pour notre prospérité, mais aussi pour nos programmes sociaux. Donc, regardez un peu dans le détail de l'économie du Nouveau-Brunswick pour mettre la table un peu pour la discussion avec les panélistes par la suite. Euh, c'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans cette présentation-là avec un autre économiste qui est Herb Emery, qui a fait la session en anglais. Donc, ce que vous allez voir, c'est un peu un hybride là, de ma contribution et celle de Herb également. Les endroits où c'est surtout Herb, bien sûr, surtout vers la fin, j'en discuterai. Je donnerai le crédit là où le crédit est dû. Et le blâme aussi. Non, c'est une blague. Alors, essentiellement, la première diapositive, c'est pour vous montrer un peu comment, dans les années récentes, l'économie du Nouveau-Brunswick a tiré son épingle du jeu. On se rappellera en 2006, dans le cadre du projet ou du plan d'autosuffisance du Nouveau-Brunswick, on avait fixé, le premier ministre avait fixé un objectif de croissance de 2 Comme vous pouvez le voir sur le graphique, 2 était quelque chose que l'on reconnaissait, pas que l'on reconnaissait, mais qu'on obtenait très régulièrement avant 2006, même dans les années 90 et 98, 99, comme vous voyez, il y avait une très forte croissance au Nouveau-Brunswick. Par la suite, on a seulement atteint le 2 deux fois, à deux reprises. La première en 2010, après la récession ou le ralentissement économique quand même important de 2009. Et le deuxième en 2017. Et puis en 2017, c'était une année exceptionnelle. Il y avait beaucoup d'activités de construction. Par exemple, le Centre Avenir à Moncton, le nouveau siège social de Irving Oil à Saint-Jean et le doublement de la route 11 également. Donc, c'était une année exceptionnelle aussi pour la construction, mais si on excluait ce facteur-là, sans doute que la croissance aurait été pas mal plus faible. 2017 est aussi une bonne année pour l'industrie de la pêche, notamment, la meilleure année de la décennie. Alors, ça vous donne une idée qu'on a rarement atteint cet objectif-là, et puis on va voir un peu pourquoi dans les diapositives qui vont suivre. La première chose à noter, c'est que le Nouveau-Brunswick, historiquement, était une province qui avait des exportations qui étaient semblables aux importations. Depuis, je dirais, la grande récession, le déficit commercial du Nouveau-Brunswick se creuse. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est important que, en règle générale, que les exportations et les importations se suivent dans une économie ouverte comme le Nouveau-Brunswick. Donc, on voit là que la tendance au cours des 10-12 dernières années est très différente de ce qu'on a vu par le passé. Une des raisons principales pour lesquelles les industries exportatrices, ben, pas des raisons principales, mais ce qu'on peut voir dans cette diapositive-ci, c'est justement que les industries exportatrices sont en déclin, tandis que la consommation locale, elle augmente. Donc, si vous regardez les industries qu'on peut appeler la base exportatrice, si vous regardez les ressources naturelles et manufacturières, services administratifs, ça, c'est un peu les centres d'appel, notamment. Donc, c'est une industrie principalement exportatrice. Si on combine ces deux industries-là, comme vous le voyez, en 2000, le PIB était à 4,4 milliards et puis maintenant, il est d'environ 3,6 milliards. Alors, il n'y a pas eu de croissance dans les industries exportatrices en dollars ajustés pour l'inflation. Mais si on regarde les industries domestiques, donc locales, le secteur public a pris une très forte expansion. Les finances, assurances, immobilier, ça, c'est simplement les hypothèques, le marché de l'immobilier, tout ça. L'industrie locale connaît une très forte croissance. Également, le commerce, transport et entreposage. Donc, tout ce qui est service local aux individus qui sont en place, ça a quand même connu une importante croissance. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à consommer davantage si on n'exporte pas plus? Là, j'ai mis des icônes pour essayer d'illustrer ce que je voulais dire. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver des icônes en français, croyez-le ou non, qui faisaient l'affaire. Le premier, bien sûr, c'est qu'on a réussi à consommer davantage parce qu'on s'est endetté massivement. Il y a une dizaine d'années, la dette était d'environ, un peu plus de 10 ans, la dette était de 7 milliards de dollars. Elle est maintenant de 14 milliards de dollars. Donc, on a consommé par le biais des dettes.
On a aussi consommé par le biais des hausses d'impôts. Donc, en 2013, on a eu une hausse d'impôts sur le revenu des particuliers. On a essentiellement annulé celle qui avait été annoncée par le gouvernement Graham, mise en œuvre par le gouvernement Graham. En 2016, on a augmenté la TVH. On l'a remise au niveau, la TVH, la portion provinciale de la TVH, donc de 8 à 10 À droite, c'est un autre phénomène. Vous avez là un couple de personnes âgées. Sur le site web où je l'ai obtenu, c'était un couple de personnes âgées qui avaient obtenu leur pension de vieillesse. C'est simplement un symbole du fait qu'avec une société qui vieillit, les gens dépendent de plus en plus de revenus autres que le revenu d'emploi. Donc, historiquement, au Nouveau-Brunswick, le revenu d'emploi, disons une dizaine d'années, c'était 71 de tous les revenus des gens, des ménages au sein de l'économie. Maintenant, c'est environ 67 Et les pensions de retraite, on parle ici de sécurité de la vieillesse, du supplément de revenus garanti, régime de pension du Canada et les pensions privées. La part totale du revenu total est passée d'environ 16 un petit peu plus, je pense, autour de 17 jusqu'à 20 donc des revenus totaux. Donc, avec une société qui vieillit, c'est normal qu'on se tourne davantage vers les revenus de retraite. Donc, au cours des 10-12 dernières années, la façon dont on a augmenté notre consommation est très différente de ce qu'on a fait auparavant, parce qu'auparavant, c'était principalement par le biais des exportations. Je dirais qu'à l'exception des pensions de retraite, l'augmentation des taxes et l'augmentation de la dette, c'est questionnable la mesure dans laquelle on peut continuer à le faire, surtout si les autres juridictions pour ce qui est des impôts et des taxes, ne suivent pas l'exemple du Nouveau-Brunswick. Un autre point important au niveau de l'économie du Nouveau-Brunswick, c'est que depuis 10 ans, depuis la grande récession, le secteur privé est effectivement en panne. Donc, le secteur privé n'a connu à peu près aucune croissance au Nouveau-Brunswick à l'intérieur de 10 ans. C'est quand même majeur parce que par le passé, au cours de la décennie qui avait précédé, le secteur privé avait a connu une croissance d'à peu près 30 donc presque 3 par année, alors que depuis une dizaine d'années, on est au point mort. Si vous regardez dans le graphique de gauche, vous verrez que le Canada, lui, n'est pas au point mort. La production dans le secteur privé, le secteur des entreprises, a continué à augmenter de manière importante. Une des raisons centrales pour lesquelles le secteur privé est effectivement en panne, c'est qu'il a été tiré vers le bas par ce qu'on appelle une perte de compétitivité. Je vais tenter de garder ça très simple, mais fondamentalement, pour qu'une entreprise, une industrie reste compétitive, il faut que sa productivité augmente à peu près au même rythme que ce qu'on appelle le coût unitaire du travail. Donc, le coût unitaire du travail, c'est simplement pour $1 de produit, combien est allé au travail. Si le coût unitaire du travail augmente trop rapidement et que la productivité n'augmente pas, ce que ça veut dire, c'est que les salaires augmentent, mais la productivité ne suit pas. Donc, la capacité de payer ces salaires-là n'augmente pas. Ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise, généralement, va avoir tendance à soit aller en faillite ou réduire sa production. On veut tous que les salaires augmentent, mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait la productivité qui suive. Si vous regardez au Canada, il n'y a pas eu de perte de compétitivité notable. Donc, la productivité de travail et le coût unitaire du travail ont évolué en tandem. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, on a une productivité du travail qui est à peu près seulement un tiers du coût unitaire. Donc, ça explique la stagnation dans le secteur privé et ça explique, comme vous l'avez vu, que les exportations se sont mises à stagner plutôt que d'augmenter. On va aller un peu plus dans le détail pour voir qu'est-ce qu'on exporte en tant qu'économie. Les exportations du Nouveau-Brunswick, on l'a dit, elles ont diminué sensiblement. Plusieurs points un point central qui doit être fait, c'est que souvent, on parle du Nouveau-Brunswick comme étant la province la plus dépendante des exportations au Canada. On dit que c'est une province orientée vers les exportations. Je ne dirais pas que c'est inexact, mais je dirais que c'est hautement trompeur de parler ainsi, parce que le Nouveau-Brunswick n'est pas particulièrement orienté vers le commerce extérieur. La raison pour ça, c'est que maintenant, une part au-delà de 60 si je ne m'abuse, de nos exportations, ce sont ce qu'on appelle, c'est dans la catégorie produits minéraux, mais c'est principalement l'exportation de produits raffinés du pétrole.
Euh, Toutes les exportations ne sont pas créées égales. Pour créer ces exportations-là, il faut importer dramatiquement. Donc, à moins que le produit vienne du Nouveau-Brunswick et soit exploité au Nouveau-Brunswick, que la valeur soit ajoutée au Nouveau-Brunswick, parfois on peut exporter beaucoup, mais si on a beaucoup importé, ça ne veut pas augmenter énormément le PIB. Puis à droite, vous avez un exemple. En 2019, on a exporté, ou en 2018, 2019, oui, non, c'est 2018, je m'excuse. En 2018, on a exporté pour environ, non, c'est bien 2019, je m'excuse. On a exporté pour environ 8 milliards de dollars en produits du pétrole, mais en termes de PIB, c'est plus autour de 500 millions que l'on a ajouté à l'économie du Nouveau-Brunswick. Donc, si on retourne vers le graphique de gauche, là, j'ai regroupé produits animaux et végétaux, industrie des aliments. Donc, vous pouvez vous imaginer en bleu tout ce qui est agriculture, mais également aquaculture et pêche. On peut voir qu'il y a eu une augmentation relativement importante de ce groupe-là et que c'est certainement bienvenu. On peut voir aussi en gris, les produits du bois, les années 2000 ont été très difficiles sur l'industrie de la forêt au Nouveau-Brunswick. Il y a eu énormément de restructuration. Mais depuis lors, depuis 2010, il y a relativement un maintien de cette production-là. Et dans le secteur autre, ça reste à peu près le même. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on dépend de plus en plus au niveau de nos exportations, ben, pas de plus en plus, mais de manière importante, des produits du pétrole qui ne sont pas qui n'ajoutent pas énormément de valeur dans la province, bien qu'ils soient importants. Donc, on voit que nos exportations ne sont pas ce qu'elles ont déjà été en termes de, qu'on pourrait appeler de contribution à l'économie de la province. Donc, le secteur des exportations ne contribue pas autant qu'il ne l'a fait par le passé. J'ai presque terminé la présentation, il me reste 2 diapositives. Je veux aussi noter que lorsqu'on dit que le secteur des exportations n'est plus ce qu'il était, le corollaire de ça, c'est qu'on a une économie qui se repliait sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle elle est moins axée sur le secteur privé qu'auparavant, elle est moins axée sur les exportations. Le graphique de gauche, vous voyez, dans le secteur privé, il y a autour de 20 000 emplois qui se sont perdus dans les 20 dernières années, 10 dernières années ou à peu près, alors que dans le secteur public, dans les 20 dernières années ou à peu près, on a augmenté l'emploi d'environ 15 000. Et puis, le graphique à droite, ce que vous voyez, c'est de la part occupée par des industries locales. Si on prend l'exemple de transport et entreposage, est plus importante au Nouveau-Brunswick, ce qui veut dire, encore une fois, que la partie exportation, la partie du secteur qui exporte vers l'étranger est plus faible. Et puis, cette part-là augmente. Donc, on est de plus en plus orienté vers le service à la consommation locale. Donc, je termine avec une diapositive un peu adaptée de ce que Herb avait présenté dans sa présentation. On a plusieurs trajectoires potentielles pour l'avenir du Nouveau-Brunswick, mais une d'entre elles, ce serait ce qu'on peut appeler un retour vers le futur, c'est-à-dire retourner vers la situation qui prévalait, si vous voulez, avant 2008 au Nouveau-Brunswick. L'idée, là, est, en termes schématiques, ça c'est de bâtir sur nos forces traditionnelles. On a énormément de ressources au Nouveau-Brunswick. C'est important de s'assurer qu'on les mette en valeur. Le deuxième point, c'est confronter nos défis de compétitivité. Parmi ceux-là, par exemple, il y a aussi le prix de l'énergie, le coût d'énergie au secteur industriel. C'est une vision qui est davantage axée sur la croissance du secteur privé, avec le résultat étant une moins grande dépendance et une vulnérabilité aux transferts fédéraux. Et c'est une vision qui serait axée tant sur le centre que la périphérie, donc pas juste les grands centres, mais aussi toute l'économie, tous les endroits, toutes les collectivités où est-ce que c'est qu'on compte sur, pour ajouter de la valeur aux produits néo-brunswickois. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir ce qu'on peut appeler le nouveau statu quo, c'est-à-dire de continuer ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. C'est une économie qui se replie sur elle-même, où on laisse encore s'effriter le tissu industriel dans l'espoir de créer de nouvelles industries de l'avenir. C'est toujours bon de bâtir l'économie de l'avenir, mais il ne faut pas non plus nécessairement laisser s'effriter le tissu industriel. Cette vision-là est une vision où on est encore plus dépendant du secteur public, qui, comme on a dit, était lourdement endetté. C'est une plus grande dépendance également sur les transferts, particulièrement d'Ottawa. C'est une vision qui est surtout axée sur les grands centres, c'est-à-dire où on verrait encore la croissance se matérialiser surtout dans les grands centres. Donc, ce n'est pas nécessairement des oppositions, mais c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à compétitionner, à faire concurrence avec sur tous les marchés au Nouveau-Brunswick pour bâtir la prospérité du Nouveau-Brunswick.
Donc, bien sûr, quand Herb a conçu cette diapositive-là, j'imagine qu'il préférait le scénario de gauche, donc un retour vers le futur, que c'est le scénario, le nouveau statu quo. Mais je pense que c'est une façon, si vous voulez, pédagogique de présenter le dilemme, puis après ça, de voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant, connaissant la situation du Nouveau-Brunswick telle qu'elle est. Sur ça, j'ai vu François apparaître sur mon écran il y a quelques instants, qui veut dire que j'ai excédé mon temps. Donc, je vais arrêter dès l'instant et je vais retourner l'écran à François. Merci beaucoup, Richard. Je pense que c'était une présentation vraiment intéressante, là. Si vous avez des questions, le public, n'hésitez pas avec la petite fonction questions-réponses, envoyez vos questions, puis on va ramener Richard sous peu pour les répondre. Donc, notre premier invité aujourd'hui, M. Zundel, a été président de l'Association des collèges et universités catholiques du Canada, président du Consortium des universités de la francophonie ontarienne et dirigeant au Conseil de la direction des sociétés de développement du Grand Sudbury. En 2003, il a reçu le prix national 3M pour l'excellence en enseignement de la Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur et en 2002, le prix de leadership en enseignement de l'Atlantic Association of Universities. Il a également été le fondateur et doyen du Collège Renaissance de l'Université du Nouveau-Brunswick. Diplômé en foresterie des universités de Toronto, il a donné des cours dans ce domaine à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston et à la University of New Brunswick. Monsieur Zundel, bienvenue à Virage NB. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Donc, je veux... Pardon? Justement, allez-y, si vous voulez nous partager vos remarques concernant l'économie de la province, puis un petit peu de la présentation à Richard. Absolument. En fait, j'allais dire, je vais faire du pouce sur ce que M. Saillant a dit il y a quelques instants. Écoutez, ce qui fait du bien à notre société, à l'économie, c'est la valeur ajoutée. Et donc, la valeur ajoutée, si je peux vous l'expliquer, c'est si je prends une bille de bois franc, de bois rond, puis je la convertis en planche, si ma bille m'a coûté 100 $ puis mes planches valent 200 $, j'ai créé 100 $ de valeur ajoutée. Je simplifie. Cette valeur ajoutée-là, ça veut dire des salaires qui vont au ménage, ça veut dire des profits qui vont à l'industrie, puis ça veut dire des impôts, des taxes qui vont au secteur public. Donc, ce qu'on veut pour le bien de notre société, c'est de créer de la valeur ajoutée de façon soutenable. Le plus gros potentiel pour la valeur ajoutée, M. Saillant l'a dit tantôt, c'est quand on a une industrie qui est basée sur des produits premiers qui viennent de notre terroir, du Nouveau-Brunswick. Dans notre cas, on peut penser aux produits agricoles, forestiers, horticoles ou des produits de la mer, qui sont finalement plusieurs de nos industries traditionnelles. Je crois qu'il y a des vraies belles opportunités de développer des marchés, soit des marchés d'exportation ou des marchés internes du Nouveau-Brunswick en utilisant, en développant des nouveaux produits, en appliquant des techniques de pointe pour leur production. Je vais vous en nommer deux exemples qui sont dans les domaines que j'ai nommés. Le premier, je vais partager mon écran. Le premier, c'est des produits qui sont développés actuellement dans le nord-ouest de la province. Ça s'appelle des camrys. En anglais, le mot, c'est hascat. C'est un petit fruit qui est produit très tôt dans la saison, il résiste très bien au gel et qui a une valeur nutritive formidable. Alors, il y a maintenant des centaines d'hectares de camrys dans le nord-ouest de la province où on développe des produits d'exportation de haute valeur ajoutée avec ce produit-là. Ça demande quand même des techniques très avancées au niveau horticole et de marketing, mais c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire. L'autre, ce que je vous donne, c'est un exemple où, pour un marché interne, on achète au Nouveau-Brunswick, comme partout au Canada, beaucoup de produits de salade durant 3 saisons de l'année. On pourrait utiliser, il y a une plante qui va pousser au Nouveau-Brunswick très bien, ça s'appelle la mâche. C'est une plante de salade traditionnelle européenne du Nord. La photo que je vous montre, ce sont des plantes de mâche que je récolte le 24 janvier après qu'ils aient eu 60 fois un gel et un dégel dans une serre qui n'est pas chauffée. Alors, en exploitant le plein potentiel génétique des plantes qui sont déjà disponibles avec des techniques de pointe,
on peut vraiment aider à s'alimenter. On parlait d'alimenter la reprise économique, bien, on pourrait alimenter la reprise. Ça, c'est juste 2 exemples de nouveaux produits qui demandent une technologie de pointe, une approche de pointe. On pourrait en sortir d'autres en foresterie. J'espère que M. Bossé va en parler un peu tantôt. On pourrait le faire dans le domaine des fruits de mer. Développer des nouveaux produits, développer des techniques de pointe pour être capable de mettre en valeur ces produits-là. Je pense que c'est une stratégie très importante pour le Nouveau-Brunswick. Pour y arriver, il faut développer notre capacité de développement de produits et techniques. Ça prend de l'entrepreneurship, ça prend de la formation, puis ça prend du capital. Je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, M. Zundel. On va revenir avec vous dans quelques instants. Encore une fois, le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on poursuit avec notre deuxième invité aujourd'hui, Alain Bossé, président et chef de l'exploitation du groupe Savoie Incorporé, dont le siège social est situé à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Monsieur Bossé entreprend sa 33e année avec cette entreprise qui œuvre dans la transformation du bois franc. Une entreprise très dynamique orientée vers la fabrication de produits de valeur ajoutée. À cette entreprise, qui embauche plus de 600 employés, dont les usines sont situées à Saint-Quentin, à Kedgewick et à Moncton au Nouveau-Brunswick et à Westville en Nouvelle-Écosse. Donc, M. Bossé, bienvenue à Virage NB. Merci beaucoup, François. Bonjour tout le monde. Je suis un peu pris au dépourvu parce que mes précédents interlocuteurs m'ont volé mon punch. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour vous présenter le groupe Savoie, puis également de vous parler de valeur ajoutée, puis comment le groupe Savoie est arrivé à produire des produits à valeur ajoutée. Alors, c'est une jeune entreprise depuis 1978. Je pense que le plus important, c'est dans l'âme des fondateurs du groupe Savoie. La chose qui était le plus marquée à l'époque, puis je me rappelle, ça fait 36 ans maintenant que je travaille pour le groupe Savoie. Le fait d'envoyer du bois brut, de vendre du bois brut à l'extérieur, c'était un peu comme un crime de faire ça dans notre petite communauté de Saint-Quentin. Puis avec cette idée-là, à chaque fois qu'on envoyait un voyage de bois, la question était, c'est quoi qu'on peut faire ici avec ce bois-là pour créer de la valeur pour nos gens, nos employés et la communauté. Puis, je pense que ça a été... faire de la valeur ajoutée, là, ça n'arrive pas dans 24 heures. Ça. Il faut vraiment que ça vienne du cœur, ça vienne d'une passion. Puis, je pense qu'on a été extrêmement choyés d'avoir 2 entrepreneurs qui étaient Jean-Claude et son père Hector Savoie en 1978 qui ont commencé à faire ça. Aujourd'hui, le groupe Savoie, comme vous le dites, c'est plus de 600 employés. On a des usines... 2 usines de sciage, toujours dans la transformation du feuillu. 2 usines de sciage de transformation conventionnelle. On a une usine de bois de palette qui est assez spéciale en transformant des pièces de bois, des bio ou de la pâte de 4 pieds qu'avant, tout simplement, c'était déchiqueté puis était utilisé pour faire des copeaux. Aujourd'hui, on récupère du bois de ça puis on fait de la palette de manutention. On a aussi 2 usines de composantes où on fait des produits à valeur ajoutée tels que des composantes d'armoires de cuisine, des moulures, des panneaux. On a aussi une usine de granules, puisque je me plais à dire qu'aujourd'hui, quand on abat un arbre ou on coupe un arbre de feuillu, on l'utilise à 125 %, puis je me le dis assez souvent. C'est un peu farfelu provenant d'un comptable, mais le 125 % provient du 100 % du produit de sciage de l'arbre, puis 25 % qui vient des branches et des tops qu'on va récupérer pour faire de la granule, des produits de chauffage. Fait que ça, c'est la raison ultime pourquoi le groupe Savoie aujourd'hui est toujours en place à Saint-Quentin, parce que si on n'aurait pas fait ce virage de produits à valeur ajoutée, là, aujourd'hui, à l'emplacement où on est, vous verrez probablement un champ de foin ou un champ de patates possiblement, mais vous ne verrez pas 600 employés ou 500 employés qui se présentent au travail à tous les jours. Ceci dit,
comment on fait pour arriver à s'embarquer dans de la valeur ajoutée dans un premier temps s'il y a une chose que je trouve qui est le plus importante, c'est avant tout de développer un sentiment d'appartenance de nos entrepreneurs du Nouveau-Brunswick. Ce que je veux dire par ça, c'est que, vous savez, M. Saillant disait tantôt, dans les années 2000, l'industrie forestière, ça a été assez, pour ne pas dire très difficile. Puis même dans le nord du Nouveau-Brunswick, on a perdu au-delà de 10 000 jobs. Puis je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le groupe Savoie est encore là. On a nos collègues J.D. Irving, on a Cyril Chaleur. On est toujours là, nous. On a resté, on a demeuré. Puis ça, ce sentiment d'appartenance-là, c'est une façon d'évaluer les cartes gagnantes, c'est cette carte de sentiment d'appartenance-là qu'il faut vraiment pouvoir évaluer, puis vraiment de rendre nos entrepreneurs au Nouveau-Brunswick fiers d'être au Nouveau-Brunswick, mais aussi fiers de créer une richesse au Nouveau-Brunswick. Quand on parle de valeur ajoutée, comme j'ai dit, ça se fait pas dans 24 heures. Puis ça, il faut que ça soit une passion, il faut que ça soit un item de tous les jours, puis qu'on se questionne, puis qu'on se remet en question pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Maintenant, le défi est toujours le même, c'est en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on soit compétitif. Puis la meilleure recette pour être compétitif, souvent, on l'oublie, c'est par l'entremise de nos employés. Puis l'engagement des employés, c'est ce qui fait qu'on va faire un succès d'une entreprise. Puis par là, ce qu'on dit, c'est l'engagement. Bien, il faut vraiment être brillant dans nos démarches et d'engager nos employés à trouver les solutions. Imaginez, on a 600 employés, on a une équipe de gestion d'une dizaine de personnes. Mettre 10 personnes à trouver des solutions ou mettre 600 personnes à trouver des solutions, je peux vous assurer que les solutions vont venir des 600 personnes beaucoup plus rapidement et les bonnes décisions vont se faire par l'entremise de ces gens. Ça fait que ça, c'est très important, puis c'est le plus gros actif d'une entreprise, bien entendu. Maintenant, si je parle directement ou précisément de l'industrie ou notre secteur traditionnel de la forêt, puis là, mon cœur va dire des choses peut-être que je ne devrais pas dire, mais je trouve quand même que le secteur traditionnel de la forêt a été un peu, je dirais, un peu prise pour acquis. Puis souvent, on entend parler de la forêt beaucoup plus de façon négative que de façon positive avec les 24 000 emplois qui y sont reliés, puis les 1,7 milliard de dollars d'exportation. Alors, puis ça, c'est pas un blâme que je mets sur le ministère, le gouvernement ou l'industrie a un rôle à jouer, puis on doit jouer notre rôle, mais je trouve ça quand même très déplorable. Puis surtout d'une ressource qui est le bois, qui est une ressource qui pousse, qui peut pousser plus, qui nous aide au point de vue environnement en termes de captage d'émissions de gaz. Vous avez qu'à prendre un bois solide. Dans le bois solide, il y a du carbone qui est capté là-dedans indéfiniment, tant ou aussi longtemps qu'on ne va pas le brûler. Puis même si on le brûle, si on est soutenable, bien, on a une émission neutre. Malheureusement, avec tout le débat du côté de l'environnement, on entend très peu parler de l'utilisation de notre ressource qui est, à mon sens, la ressource idéale pour pallier à tous les problèmes de l'environnement. Nous, on fait beaucoup d'exportation. On fait de l'exportation de probablement 30 à 40 %. On fait un peu d'exportation en Asie. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même des composantes d'instruments de musique. On fait de l'exportation en Europe au niveau de granules. Puis aux États-Unis, bien entendu, c'est nos voisins. Puis je dois vous dire qu'on est, en tant qu'entrepreneur, on est très inquiet des relations qui se passent entre le Canada et les États-Unis, puis tout ce qui est secteur forestier précisément. Fait que ça, on espère de voir quand même beaucoup d'amélioration de ce côté-là, malgré qu'on comprend que ce n'est pas une chose très, très facile.
Fait que sur ça, s'il y a une chose que je vais réitérer, c'est le sentiment d'appartenance de nos gens du Nouveau-Brunswick. Puis souvent, on pense que les solutions vont venir de l'extérieur. Puis si on n'est pas capable de convaincre nos propres gens à trouver des solutions, je pense qu'on manque une belle opportunité, malheureusement. Alors, voici. Je ne sais pas si tu me donnes encore du temps, je peux te parler toute la journée si tu veux. Je pense qu'on va finir avec notre dernière invitée, puis après ça, on va prendre les questions du public, là, puis on vous ramènera. Donc, justement, Vicky Wallace-Godbout est née et a grandi dans la Première Nation Maliseet du Madawaska au Nouveau-Brunswick. Avocate et entrepreneur, possédant une vaste expérience en développement et en gestion d'entreprise, Mme Wallace-Godbout est connue pour ses efforts en développement économique auprès des communautés des Premières Nations. Donc, Mme Wallace-Godbout, bienvenue à Virage NB. Merci François. Merci tout le monde d'être ici présent aujourd'hui. Donc, moi, ma section va consister de discuter des barrières au développement économique qu'on a eu au Nouveau-Brunswick. Puis je me permets de réimaginer le Nouveau-Brunswick avec des suggestions à faire ou que les gens pourraient considérer pour s'assurer que tous travaillent ensemble afin de voir à ce qu'on ait plus d'exportation, à voir à ce qu'on ait du développement dans les ressources naturelles et tout en incluant les Premières Nations avec ça. Avant de commencer, c'est certain, j'aime toujours donner un historique de la situation qui nous a amenés où on est aujourd'hui. Donc, ce sont évidemment des séquelles du colonialisme qui ont forcé les Premières Nations à relocaliser sur des réserves. Puis, en faisant ainsi, ils ont un manque de ressources et le contrôle des communautés par rapport aux ressources a été limité, ce qui fait en sorte que les opportunités de développement économique au sein des communautés aussi. Cette situation est rendue encore plus difficile par l'échec du gouvernement de remplir ses obligations face au traité, ce qui crée un environnement d'incertitude qui peut empêcher des promoteurs de s'engager dans des initiatives de développement économique avec des communautés autochtones. Donc, ce qui est important de comprendre ici, les Premières Nations revendiquent qu'ils n'ont jamais cédé leur terre au gouvernement, ce qui est contraire à plusieurs autres provinces au Canada. Donc, malgré ces revendications-là, l'aménagement des terres se poursuit sans la participation, alors que des négociations avec les paliers de gouvernement sont en cours. Pour faire en sorte que ça continue, les tribunaux s'imposent et puis exigent des consultations soient faites avec les Premières Nations pour les questions de développement des ressources naturelles. Donc, il y a divers mécanismes qui ont été mis en place, qui ont fonctionné dans le passé pour s'assurer qu'une certaine voix, qui donne une certaine voix aux Autochtones dans l'économie. Ces principes-là ont été appliqués en Colombie-Britannique, en Alberta. Je vais donner comme exemple la consultation, la négociation d'entente sur les répartitions et les avantages, le partage de redevances et le soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat autochtone. Donc, ces mécanismes-là, selon moi, sont logiques et font en sorte de réconcilier les droits et les intérêts des peuples autochtones avec ceux de la société majoritaire. On réduit alors les conflits. Et comme vous savez tous, il y en a eu plusieurs conflits quand ça venait au développement des ressources naturelles au Nouveau-Brunswick. On peut prendre la Première Nation de l'Essipoktuk et le sud de la province lorsque des promoteurs ont voulu développer le gaz de schiste. Donc, on doit quand même s'assurer de favoriser la mise en valeur durable du territoire et des ressources. Au début, nous autres, je vais donner l'exemple de Grey Rock. C'est certain qu'on a eu certaines réticences avec les provinces et les communautés environnantes. Il y avait des gens qui s'opposaient au projet. Puis, ça a pris plusieurs années avant de convaincre les bénéfices que les développements économiques de Premières Nations apportaient des bénéfices aux communautés. Des emplois, des donations, du partage de ressources. Par exemple, à Grey Rock, le développement ici à Madawaska emploie au-delà de 500 personnes. Il y a des contrats directs et indirects qui sont donnés à des compagnies locales. Puis, au-delà de 90 millions ont été investis dans des infrastructures, dans les rues et des bâtisses. Ça nous a permis aussi d'avoir un peu de compétitivité avec les géants.
de l'industrie pétrolière. Puis, la tarte a grossi pour la communauté. Les gens ont travaillé ensemble et on travaille pour le bien-être des communautés. En ayant une communauté en santé, toutes les régions en bénéficient et la province en bénéficie aussi. Donc, il faut absolument, selon moi, enlever l'incertitude juridique qu'il y a par rapport au traité puis aux terres non cédées des Premières Nations pour pouvoir régler ce problème-là ou cette barrière-là que nous avons au développement économique. Et le développement des ressources, c'est primordial. Les exportations, c'est primordial. Et puis, les consultations avec les Premières Nations sont primordiales. Ma vision à moi, c'est au lieu d'aller aux tribunaux et puis questionner toujours la question d'appartenance des terres, je crois que ça serait beaucoup plus meilleur si les gouvernements et les Premières Nations s'assiraient ensemble et puis détermineraient une vision commune où les deux pourraient travailler ensemble et développer des partenariats. L'éducation sur ce sujet-là, c'est certainement important. Et les partenariats, les consultations, toutes ces choses-là, ça engendre des coûts. Donc, si on pourrait éliminer tous ces coûts-là et travailler de l'avant pour des projets futurs, ça ira davantage à contribuer à réduire les conflits qu'il y a présentement avec les Premières Nations. Ça ferait en sorte que les projets seront mis en œuvre, puis qu'il y aura une relation de confiance établie entre toutes les parties. La peur d'avoir de la compétition des Premières Nations, à mon avis, ce n'est pas justifié. On doit plutôt encourager le développement économique parce qu'on veut réimaginer le Nouveau-Brunswick et accroître la croissance économique. Donc, il faut laisser place aux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et surtout ceux qui sont autochtones. Le développement économique, ça va fonctionner si on a une vision commune avec toutes les parties. Puis, en faisant ici, là, ça va s'assurer que tous les peuples autochtones et la communauté du Nouveau-Brunswick participent à l'économie du marché et également renforcer l'économie traditionnelle. Donc, moi, mon avis ou mon opinion, ou qu'est-ce que j'encourage pour le futur, c'est que les gouvernements et les communautés autochtones s'assoient ensemble, développent une vision commune, discutent d'entente de répartition et d'avantages. Puis, de cette façon-là, ça va créer de la sécurité et il n'y aura plus d'incertitude des promoteurs, des projets comme des mines ou d'exploration de gaz de schiste, si jamais ça se rend là, ou des projets avec des ressources naturelles, forestières ou quoi que ce soit. Les promoteurs n'ont plus d'inquiétude face à ça. Quand il n'y a pas d'inquiétude, mais les gens seront beaucoup plus encouragés de venir investir au Nouveau-Brunswick. Alors, ça, c'est ma partie. Merci beaucoup, Vicky. Justement, on peut ramener tout le monde. On a beaucoup de questions là, du public qui rentrent. On a parlé, c'est vraiment intéressant, on a parlé beaucoup là, des ressources naturelles, mais France nous demande, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont un plus grand potentiel de croissance au Nouveau-Brunswick? Donc, on peut peut-être commencer là, avec Pierre. Écoutez, c'est certain que quand on pense à nos ressources naturelles, moi j'ai certainement nommé celles qui sont basées dans la terre, mais on a aussi un potentiel humain dans la province. On voit dans le développement des nouvelles technologies, de l'information par exemple, il y a des belles possibilités, des groupes qui développent des logiciels, des applications, etc. Ce qui est aussi ce capital naturel-là qui est la capacité des gens de développer. Il faut comprendre que c'est un domaine très concurrentiel, par contre, et où c'est difficile. Donc, moi, je sais, si je pensais à un autre domaine où on pourrait vraiment miser, ce serait certainement là. Puis avec la densité qu'on a de collèges, d'universités dans la région, avec des gens qui sont très forts dans ces domaines-là, il y aurait des choses à faire. Et aussi peut-être à l'intersection de nos domaines traditionnels et des nouvelles technologies. Donc, l'application des technologies d'information, le big data, etc., dans nos industries traditionnelles et exporter des services et des produits reliés, par exemple, au contrôle industriel dans l'industrie alimentaire, par exemple.
Parfait, merci. Soit si je peux me permettre de commenter dans autres ressources ou autres produits. Puis notre histoire, ben c'est pas autres ressources, c'est autres produits. Puis en utilisant pratiquement le même volume de ressources, on a probablement presque doublé le nombre de main-d'œuvre ou le nombre d'employés, tout en créant une richesse. Fait que ça, je pense que souvent, on l'a peut-être en dessous du nez, mais on n'a pas la solution. Mais je pense que si je reviens avec mon sentiment d'appartenance puis d'être persistant, ça existe. Puis au nombre de ressources qu'on a au Nouveau-Brunswick, autre que la forêt, là, il y a définitivement beaucoup de potentiel. Là. Moi, Richard, voulez-vous peut-être quoi ouais, là-dessus? si je peux me permettre rapidement, fondamentalement, la question à se poser, c'est d'où vient la croissance économique. Puis ça, ben, on va pas y répondre parce que ça prendrait une éternité, mais fondamentalement, à travers l'histoire, il y a une dynamique qui est claire, qui s'est produite, c'est que les gens euh, qui obtiennent du succès, c'est parce qu'ils ont développé un avantage concurrentiel. C'est parce qu'ils offrent une valeur ajoutée sur le marché que d'autres peuvent difficilement imiter. Parce que si c'est facilement imitable, ça peut se retrouver aisément en Chine ou dans les autres endroits à coût inférieur. Donc, il n'y a pas de solution facile. Il faut offrir un environnement général pour que tout le monde puisse avoir des conditions concurrentielles égales et favorables. Mais il faut aussi réaliser que normalement, cette forme de croissance-là vient de là où on a de l'expertise. Et dans les industries traditionnelles, on a énormément d'expertise. Et dans d'autres industries, on est en train de bâtir des expertises. Donc, la question devient un peu comment on soutient les différentes initiatives qui sont en cours, tout en sachant aisément qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire on va créer la Bricklin puis les gens vont l'acheter. Il y a des raisons pour lesquelles certaines industries se situent dans certains endroits et pas dans d'autres. Donc, à ma connaissance, je sais que je ne veux pas favoriser les industries traditionnelles. Le mot traditionnel est trompeur. Certaines des choses que fait le groupe Savoie, ce n'est pas traditionnel. Ils ont créé de nouveaux produits. C'est la ressource qui est traditionnelle, mais l'activité n'est pas traditionnelle. La même chose dans la pêche. L'aquaculture a connu un essor fulgurant au Nouveau-Brunswick. C'était pas traditionnel. Donc, on a des exemples de succès, mais la plupart du temps, c'est relié à un avantage concurrentiel local. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quels sont nos avantages? Pourquoi est-ce que le Nouveau-Brunswick peut gagner dans ce domaine-là? Vicky, voulez-vous ajouter quelque chose à ce point-là? Non, moi, c'est certain que j'encourage, comme tu as indiqué, Pierre, tout à l'heure, je crois que dans le milieu de la technologie, avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter sur ce sujet-là. Les gens font du télétravail, donc les applications, toutes ces choses-là, ça va devenir très pertinent pour le futur. Donc, c'est quelque chose qu'on doit mettre un peu plus d'attention dessus. François, si je peux juste insérer un élément là-dessus. Une chose qu'on a observée durant les trois derniers mois, c'est que je pense que 650 de nos 680 employés travaillaient à la maison, puis travaillaient de où ils habitent. Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant pour le Nouveau-Brunswick, pour les emplois qui peuvent se faire en mode, au moins partiellement en mode télétravail. Auparavant, on parlait d'être obligé, par exemple, de quitter le petit village pour aller travailler à Dieppe, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est encore possible d'avoir la qualité de vie de Saint-Basile, mais de travailler pour une compagnie, par exemple, qui est installée à Dieppe ou à Saint-Jean. Et donc, les régions, je pense, pourraient être favorisées en gardant une activité économique locale parce que les gens vivent là et travaillent à partir de là. Alors, je pense que c'est juste une idée. C'est relativement nouveau pour moi, ce concept-là, mais je crois que pour le Nouveau-Brunswick, ça peut être intéressant. Ben justement, dans cette ligne d'idées-là, on a une question de Jean ici qui vous demande est-ce que le concept de croissance économique suffit afin de bien saisir le bien-être de la population? Si vous me permettez, je vais tenter une réponse immédiate. Pour moi, en tant qu'économiste, la réponse est absolument non. Le PIB et le bonheur, au-delà d'un certain niveau, ne sont pas corrélés. L'inégalité sociale est plus négativement corrélée avec le bonheur et le bien-être que le PIB au-delà d'un certain niveau.
Cela dit, la raison pour laquelle moi je suis un peu préoccupé avec la croissance économique, c'est que je n'ai pas encore trouvé de professionnels de la santé ou de professeurs d'université ou de présidents de collèges communautaires qui voudraient être payés en happiness coins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, là, en dollars, en monnaie de bonheur. Donc, pour s'assurer qu'on a des soins de santé de qualité, pour s'assurer qu'on ait des routes de qualité, pour s'assurer qu'on ait des services publics de qualité, il faut encore générer de la richesse durable, viable, respectueuse de l'environnement. Mais si on n'a pas la richesse nécessaire, le sacrifice collectif, ça me rappelle un peu au Collège Saint-Louis où dans le temps des Udis, il disait que c'était difficile de couper les coûts parce qu'il n'y avait pas de salaire, tout le monde travaillait gratuitement. Je ne sais pas si on peut retourner à ça dans une société moderne. Donc, je pense qu'il faut créer de la richesse localement. Le PIB, l'idée des gens de dire qu'il faut se targuer, mon PIB est plus grand que le tien, ça, c'est infantile. Si je peux me permettre, François, quand on parle de richesse, je reviens avec mon histoire de main-d'œuvre puis d'engagement de la main-d'œuvre. Ultimement, en tant qu'entrepreneur, notre but premier étant des gens de notre communauté, puis on a un rôle à jouer dans notre communauté. Le concept de payer nos gens plus cher, c'est un concept que tout le monde veut. Mm-hmm. Par contre, de payer, que notre coût soit réduit. Moi, je suis prêt à payer beaucoup plus tout en maintenant une réduction de coûts. Ça va par l'efficacité puis l'engagement que je viens de mentionner. Puis, des entreprises comme le Groupe Savoie, dans une communauté comme où ce qu'on est, Saint-Quentin, Kedgewick, n'oubliez pas qu'en 2016, 49 %, il y a une étude qui a été faite, 49 % de la population active dépendait du Groupe Savoie. On a un rôle, on a une responsabilité envers la communauté, on a une responsabilité envers nos jeunes qui sortent de l'école, de mettre des systèmes de bourse, d'essayer de les aider justement, qui aient accès à l'éducation et tout ça. Puis, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus mesurer des projets ou des choses. Puis ça, je pense que ça c'est devenu bien compris parce qu'on ne peut pas évaluer des projets sur des nombres d'emplois. Aujourd'hui, il faut vraiment créer une valeur. Une valeur qu'on peut partager avec des employés, puis que tout le monde est gagnant dans tout ça. C'est certain. C'est certain quand tu es une entreprise, oui, c'est important le nombre d'emplois, mais aussi qu'est-ce que ça apporte à la communauté globale, tous ces emplois-là. Ces gens demeurent dans la région, participent à l'économie de la région. Donc, moi, je trouve que c'est un point qui est très important. Ben regarde, on a une autre question, puis on tire déjà vers la fin. On a beaucoup parlé là, de valeur ajoutée là, dans cette conférence ici. Ça fait qu'on a une question de Pierre qui vous demande, croyez-vous que le secteur privé, les universités et le gouvernement devraient mettre en place des accélérateurs d'entreprises à haute valeur ajoutée afin de stimuler notre économie? Ça fait que si vous pouvez chacun répondre à cette question-là en 1 minute, ça serait bien apprécié. Alors, moi, je vais me lancer. On doit certainement faire notre part pour encourager le développement de l'entrepreneurship. Dans certains cas, les accélérateurs peuvent être la façon, mais moi, je crois de s'intégrer le secteur postsecondaire beaucoup plus prochement avec les industries pour que nos étudiants puissent bâtir leur réseau, avoir des expériences, que nos chercheurs aussi puissent comprendre les vrais besoins. Tout ça ensemble va faire qu'on va être capable d'accélérer le développement technologique, social, environnemental. Alain? La réponse est oui. Par quel moyen? C'est plutôt par quel moyen? Puis moi, je suis un fermement croyeur c'est par l'engagement de nos entrepreneurs du Nouveau-Brunswick. Puis comment y arriver, ça, c'est le défi de tous les jours. Pour moi aussi, la réponse est oui. C'est très important d'avoir des accélérateurs économiques. Je reviens aussi aux commentaires de Pierre par rapport aux études. C'est très important, l'éducation. Puis, je félicite aussi les collèges communautaires et les universités qui ont poursuivi l'éducation pendant la pandémie. Ça nous prend la relève, les étudiants, pour devenir notre élève, mais ils doivent étudier. Donc, il faut très bien encadrer ça et les relier avec les entreprises pour qu'ils puissent pouvoir participer
à la vision future. Donc, c'est très important. Comme Alain dit, mais quel moyen? Mais c'est un peu difficile à définir. Moi, pour conclure, je vous dirais que peut-être, je vais essayer de conclure sur une bonne note, justement. Le Nouveau-Brunswick, c'est quand même développé de bonnes infrastructures. Si on parle même à Fredericton, le Pondage Pondé Center, les différents accélérateurs qu'on retrouve là. Donc, on est sur la bonne voie à cet égard-là. Il ne faut juste pas s'attendre que ça va transformer de fond en comble notre économie du jour au lendemain. La compétitivité, de pouvoir développer des marchés, développer des industries, c'est très complexe. Ça prend du temps, ça prend de l'expertise. Puis on est en train d'en développer un peu. Puis dans une petite province comme le Nouveau-Brunswick, c'est normal qu'il y ait des fuites. Puis même y compris la recherche fondamentale. Les gens souvent parlent de la recherche fondamentale, ça ne sert à rien. C'est pas vrai. C'est important que la recherche fondamentale soit faite dans les universités néo-brunswickoises parce que c'est comme ça qu'on développe le talent futur. C'est comme ça que les doctorants obtiennent des choses intéressantes sur lesquelles travailler. Donc, il faut célébrer tous les éléments du spectre. Il faut comprendre que tous les éléments doivent travailler ensemble. Il n'y en a pas un qui est nécessairement plus important que l'autre. C'est des chaînes, c'est des maillons. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le troisième épisode. Je pense qu'on aurait certainement pu continuer la discussion, mais ça donne bien. On va tout se diriger vers le podcast. Ça fait que justement, au début de la session, vous avez répondu à un petit sondage. La première question, en pensant à 2030, dans 10 ans, si vous restez au Nouveau-Brunswick, croyez-vous que votre qualité de vie, comment voyez-vous votre qualité de vie? Puis, la réponse, avec le plus de répondants, c'était plus ou moins la même. Ça fait que je pense qu'on s'attend peut-être à une plus longue stabilité. Donc, pour les panélistes, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être discuté là, pendant le podcast. Puis la deuxième question, c'est mon bien-être personnel va s'améliorer avec, la réponse avec le plus de répondants, la croissance économique du Nouveau-Brunswick. Ça fait que je pense que des discussions comme celle qu'on a eue ce matin, on a besoin de continuer à en avoir. Encore une fois, un petit rappel que vous allez recevoir un courriel prochainement avec quelques questions. S'il vous plaît, prenez le temps de répondre parce qu'avec Virage, on cherche vraiment à savoir comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action puis comment est-ce qu'on va plus loin que juste les 8 conférences qu'on vous offre. On vous rappelle de vous enregistrer à l'avance pour nos prochaines conférences au viragenb.ca. Puis, jeudi, on touche la démographie et le marché du travail. Ça fait que pour plus d'informations sur nos panélistes, nos conférences, puis le podcast, je vous invite à visiter notre site web viragenb.ca. Puis, vous pouvez aussi révisionner les conférences de la semaine dernière, puis écouter les podcasts. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis on se donne rendez-vous à jeudi. Merci, au revoir. Merci. Merci.